L'invité de la matinale. KTO Radio. Après être passé entre les mains du Conseil des ministres et de la commission parlementaire, le projet de loi sur la fin de vie arrive aujourd'hui en première lecture à l'Assemblée nationale. Un projet de loi qui contient un volet censé renforcer les soins palliatifs pour la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, la SFAP. Le compte n'y est pas. Ségolène Perruquio, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes la vice-présidente de la SFAP et chef de service des soins palliatifs au centre hospitalier Rive de Seine, à Neuilly et Puteaux. Quand on parle de soins palliatifs, de quels soins parle-t-on ? Là, c'est une vaste question. On parle globalement de tous les soins qui, d'abord, et c'est important de le souligner, ne s'opposent pas aux soins curatifs. Les soins palliatifs peuvent être prodigués en parallèle des soins curatifs, c'est ce qui se passe notamment dans les prises en charge précoces. Et ce sont tous les soins, j'aime à dire ça à mes patients, qui ont pour objectif de faire en sorte que le temps qu'il reste soit le meilleur possible. On peut appeler ça aussi les soins qui visent à privilégier le confort, le bien-être de la personne. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ce sont des prises en charge qui sont toujours pluridisciplinaires, qui sont globales, qui visent à regarder la personne comme une personne et non comme un malade dans sa globalité, avec donc une prise en charge de la douleur, des symptômes physiques, un accompagnement psychologique, un accompagnement social, un accompagnement spirituel si nécessaire, pour que ce temps si particulier de la maladie grave et de la fin de vie éventuelle soit accompagné pour que elle se passe le mieux possible. Avant d'entrer dans le détail de la loi et de ce qui concerne la stratégie décennale des soins palliatifs qui a été mise en place, je vous propose, Ségolène Perruquio, d'établir, si vous voulez bien, un état des lieux des soins palliatifs aujourd'hui en France. Concrètement, est-ce que tout le monde y a accès ? Aujourd'hui, les soins palliatifs sont extrêmement insuffisamment déployés sur le territoire français. La Cour des comptes nous a dit dans un rapport qui a quelques mois, une petite année maintenant, un patient sur deux qui devrait relever d'une prise en charge palliative, que ce soit à domicile, dans un service hospitalier ou en unité de soins palliatifs, ne peut pas y accéder. Un sur deux. Donc ça fait un Français sur deux, ça fait, si on veut des chiffres symboliquement forts, ça fait 500 personnes par jour qui meurent sans pouvoir accéder à une prise en charge palliative de qualité. Et ces personnes sont-elles au courant qu'une offre de soins active est possible ? Vous avez parfaitement raison, c'est une des données et un des manques en fait du problème. Aujourd'hui, le défaut d'accès aux soins palliatifs, il s'appuie sur trois choses qui nous manquent absolument. Évidemment, la première, c'est des moyens financiers qui permettent d'avoir plus d'équipes de soins palliatifs, d'avoir plus de personnel, que ce soit des lits de soins palliatifs, des unités de soins palliatifs, des équipes mobiles, enfin tout ce qui peut se déployer. Mais il y a d'autres choses qui manquent. Le sujet de la formation, je pense qu'on va y revenir, mais il y a aussi un gros sujet d'information du grand public. Les gens ne savent pas ce que c'est qu'une équipe de soins palliatifs. Assez légitimement, ils en ont peur, et ce mot fait peur comme tout mot qui porte en lui l'ombre de la mort quelque part qui nous concerne tous. Mais il n'y a aucune communication qui est faite autour des soins palliatifs, autour de ce que peuvent offrir les soins palliatifs. Et non, les gens ne savent pas ce que c'est qu'une équipe de soins palliatifs, ce que c'est qu'une prise en charge palliative plus globalement, parce qu'il n'y a pas que les équipes spécialisées qui peuvent faire des prises en charge en soins palliatifs. Et donc forcément, ça freine beaucoup aussi l'accès à une prise en charge de qualité que de ne pas savoir. Comment vous expliquez cela, ce manque notamment d'investissement dans l'information, vous le dites ? Parce que la première des choses, c'est que le sujet fait peur. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait humain. De toute éternité, l'humanité a réfléchi et a essayé de contourner un petit peu le problème de sa propre finitude. Après, je crois aussi qu'on est dans une société où la question de l'accompagnement, notamment dans la médecine, n'est pas très valorisée. On a une médecine assez technicisée, une médecine qui a fait des progrès immenses et on ne peut que s'en féliciter, qui a un petit peu laissé de côté la partie relationnelle et humaine de son métier. Et donc ça, il y a un manque de valorisation là-dessus. Alors la SFAP veut alerter sur le projet de loi qui est examiné à l'Assemblée nationale. Expliquez-nous pourquoi.
Alors, dans sa partie, le projet de loi, il comporte deux parties. La première partie, qui est celle qui nous intéresse là, c'est la partie sur le renforcement des soins palliatifs. La première chose sur laquelle nous on alerte, c'est déjà cette usurpation sémantique, avec l'idée que si on change le mot de soins palliatifs en soins d'accompagnement, les choses vont aller mieux. Non, les choses ne vont pas aller mieux parce qu'on change les mots. La définition des soins palliatifs est une définition internationalement reconnue. La médecine palliative s'appuie sur des études internationales, comme toute la médecine maintenant. Changer le mot en France uniquement au prétexte que peut-être les gens ne seraient plus inquiets en entendant parler de soins d'accompagnant, je pense que c'est une usurpation. Il ne faut pas prendre les Français pour des idiots très rapidement. L'inquiétude légitime et qui peut être associée au mot soins palliatifs sera transportée sur le mot soins d'accompagnement. Et en revanche, on aura perdu une exigence scientifique qui nous permet de développer nos savoirs et nos compétences progressivement. Et au niveau des moyens qui sont alloués dans la loi pour le soin palliatif, comment les jugez-vous ? Alors les moyens, après une période de flou, le gouvernement s'est engagé sur des moyens qui sont importants, si tant est que ce soit mis en œuvre. Aujourd'hui, le budget annuel des soins palliatifs est estimé à 1,6 milliard d'euros. Ce que le gouvernement nous promet dans la stratégie décennale, c'est une augmentation progressive du budget tous les ans pour arriver dans 10 ans à un budget annuel de 2,7 milliards d'euros. Donc effectivement, c'est une augmentation promise qui est sensible. Maintenant, on attend de voir. D'abord, le budget dans 10 ans, les gouvernements auront pas mal changé d'ici là, très probablement, et il n'y a aucun engagement contractuel en fait. Donc, est-ce que ce sera vraiment mis en œuvre dans un moment où les finances sont un peu à sec, on le sait tous. Et la deuxième chose, c'est très bien si c'est effectivement ça, mais il y a une vraie inquiétude de notre côté sur, le timing, le calendrier de mise en œuvre de ces mesures, parce que tout ça va prendre du temps. Ce n'est pas en un an qu'on va réussir à faire en sorte que les 50% de Français qui ne peuvent pas accéder à une prise en charge palliative le fassent. Et puis, une vraie alerte sur avec qui allons-nous faire ça. Le monde du soin est particulièrement en crise depuis quelques années, on le sait tous. Les soins palliatifs n'échappent pas à cette crise. Qui pour déployer toutes les mesures que le gouvernement annonce? La question est vraiment entière. Il y a un besoin de formation et de personnes pour pouvoir aussi mettre en place ce plan. C'est sûr, on a besoin de former l'ensemble des professionnels de santé, à commencer par les médecins, mais pas que. Lors de leur formation initiale, aujourd'hui, un médecin en moyenne qui fait une dizaine d'années d'études a entre 7 et 10 heures de formation aux soins palliatifs sur les 10 années. Donc on imagine assez facilement que c'est largement insuffisant. Ah oui. Donc, voilà. Il faut former en formation initiale, mais il faut aussi former en formation continue l'ensemble des professionnels de santé qui sont aujourd'hui aux côtés des patients et qui, pour beaucoup, n'ont pas eu du tout de formation aux soins palliatifs. On le sait, la moyenne d'âge de la population française augmente et va encore augmenter pendant plusieurs décennies. Quels sont les enjeux qui découlent derrière une stratégie de soins palliatifs très ambitieuse et importante ? Vous l'avez dit, l'enjeu du vieillissement de la société, c'est des milliers de patients à prendre en charge de plus en plus, en plus de ceux qu'on prend déjà en charge à horizon 2050. C'est vraiment l'enjeu du vieillissement de la population, c'est l'enjeu de nos aînés dans les EHPAD notamment. Il y a aujourd'hui une vraie difficulté à prendre en charge les patients dans les EHPAD, et là aussi on retrouve les mêmes leviers, manque de moyens, manque de formation. La stratégie décennale annonce la création de 6 000 postes dans les EHPAD. Très bien, il y a plus de 10 000 EHPAD en France, ça fait moins d'un poste par EHPAD. C'est difficile de croire que ça va suffire à révolutionner les choses. Aujourd'hui, dans les EHPAD, il manque de tout, et à commencer par de médecins coordinateurs, de médecins prescripteurs. On peut difficilement faire une prise en charge palliative de qualité si on n'a pas un médecin pour prescrire des antalgiques notamment. Ça ne se résume pas à ça, mais c'est quand même l'indispensable. Et l'enjeu autour des soins palliatifs est aujourd'hui intimement lié à celui sur la fin de vie et l'ouverture d'une aide à mourir.
comment est-ce que le dispositif du droit à l'aide à mourir a évolué, notamment en commission parlementaire, avant d'arriver aujourd'hui à l'Assemblée nationale? Alors le gouvernement a présenté effectivement un projet de loi qui, qui était un projet de loi de légalisation du suicide assisté avec une exception d'euthanasie. Ce que le gouvernement nous a présenté avant la commission, c'était soi-disant un projet de loi avec des critères très stricts. Je crois qu'on a vu que ces critères très stricts, en une semaine, pour beaucoup, ont soit sauté, soit fortement bougé. Aujourd'hui, le projet de loi qui arrive à l'Assemblée nationale, c'est un projet de loi qui légalise l'euthanasie et le suicide assisté au choix du patient. Soit dit en passant, en Belgique, c'est ce qui existe, hein, euthanasie ou suicide assisté au choix du patient. Plus de 95% des patients choisissent l'euthanasie. Donc on est bien là sur un projet de loi de légalisation de l'euthanasie, sur demande du patient, sur décision médicale, décision même pas collégiale. C'est un médecin tout seul qui rend la décision oui ou non d'autoriser l'euthanasie après avoir consulté l'avis d'un autre collègue et d'un auxiliaire médical, mais on n'est pas sur une décision ou sur une procédure collégiale. Et puis, c'est l'euthanasie pour tout patient en phase avancée ou terminale de sa maladie. Ça, c'est un autre critère qui a beaucoup évolué en commission. On est passé de patients qui devaient être atteints d'une maladie avec un pronostic vital engagé à court ou moyen terme à la notion de patient en phase avancée ou terminale. Sur le plan médical, ne serait-ce que cette terminologie témoigne de la grande méconnaissance de ce qu'il se passe en médecine, de ce qu'il se passe pour nos patients. Le terme de phase avancée ou terminale est extrêmement flou et recouvre des réalités très diverses. Aujourd'hui, on peut considérer qu'un patient atteint d'un cancer avec des métastases est en phase avancée. Donc, on parle potentiellement de gens qui rentreraient dans cette catégorie de millions de personnes. Et qu'attendez-vous des débats à l'Assemblée nationale à partir d'aujourd'hui et qui peuvent s'étaler pendant plusieurs mois? Ce que j'aimerais, c'est que le débat puisse être franc, que les vrais enjeux puissent être mis à jour. Non, l'enjeu n'est pas de faire une loi de fraternité là où les soins palliatifs ne peuvent rien. L'enjeu, c'est de faire une loi qui permet aux Français de décider du moment de leur mort lorsqu'ils relèvent d'un certain nombre de conditions. Ces enjeux-là mettent en tension des valeurs dans notre société. On a beaucoup parlé de liberté, d'autonomie, de fraternité, de vulnérabilité. Aujourd'hui, il y a des choix politiques qui doivent être faits, mais il faut les faire en connaissance de cause. Et malheureusement, je trouve qu'aujourd'hui, le débat n'est pas franc et n'est pas limpide sur les enjeux qu'il y a dessous. Donc j'aimerais que ce débat-là puisse avoir à l'Assemblée nationale et que le choix du législateur soit aux mains fait en toute connaissance de cause. Le projet de loi porte une ambition forte pour le développement des soins palliatifs, mais en lui-même, il est contradictoire puisque les soins palliatifs et la mort provoquée ne sont pas compatibles. Il y a une incompatibilité essentielle qui est la manière dont on regarde la personne malade. Soit on la regarde comme une personne vivante jusqu'au bout, et pour lequel on va essayer de tout faire, même si c'est difficile et même si on n'a pas, j'utilise ce mot avec mes patients, de baguette magique, mais on va tout faire pour être aux côtés des patients jusqu'au bout, jusqu'au terme naturel de leur maladie. En ne s'achardant pas, et ça c'est important, de l'autre côté, on regarde des patients qui sont déjà, comme l'a dit le président de la République, lorsque la mort est déjà là, qui sont déjà à moitié morts. Ces deux regards ne sont pas compatibles. Merci beaucoup, Ségolène Perrucchio, de nous avoir parlé des enjeux autour de cette loi sur la fin de vie, et notamment d'avoir axé notre regard ce matin sur les soins palliatifs. Je rappelle que vous êtes la vice-présidente de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs et également chef de service au centre hospitalier Rive de Seine à Puteaux en soins palliatifs. Merci beaucoup et bonne journée à vous. Merci, bonne journée.